Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui dans cette série de vidéos sur les clans de Vampire la Mascarade, je vous parle du clan Ravnos. Donc ce sont les maîtres de la ruse, de la tromperie. Les Ravnos, oui, préfèrent ne pas se battre ni saigner pour quelque chose qu'ils peuvent obtenir par des moyens plus subtils. Donc, ils peuvent charmer et disparaître dans le même souffle. Et ceux qui ont été dupés apprennent rapidement à remettre en question leur sens lorsqu'ils sont en compagnie des corbeaux. Toujours en mouvement, les Ravnos ne peuvent jamais rester longtemps au même endroit, de peur que leur malédiction, liée à leur sang et à leur clan, ne les enflamme durant leur sommeil. Donc, littéralement. Connus comme des escrocs errants, des mystiques, des vagabonds, oui, les Ravnos sont des casse-cou incurables qui poursuivent joyeusement l'art de vivre dangereusement. Donc, ils peuvent être connus comme, oui, des vampires errants. Ils peuvent être utilisés pour porter des messages pour cette raison-là, ou ils peuvent aussi faire absolument rien d'autre que déranger l'esprit des personnes à l'endroit où ils se trouvent dans le moment. Donc, généralement, ils se déplacent à travers les terres, s'installent rarement pour essayer de garder une longueur d'avance sur, je vais l'expliquer plus tard, là, mais le jugement qu'ils portent dans leur sang. Et donc, leur méthode aussi pour vivre et survivre, si on peut dire, sont généralement pas celles de la force brute qu'on pourrait voir chez les gangrels, les Brujas ou même des fois les Nosferatu. Ils gagnent pas des adorateurs et des légions de fans comme le font les toréadors non plus. Et ils ne font pas non plus des plans à long terme comme peuvent le faire la Sombra ou les Ventrus. Au lieu de ça, les Ravnos, du moins la plupart des Ravnos, comptent sur leur intelligence, leur charme audacieux et les illusions pour avoir ce qu'ils désirent. Donc, ils préfèrent, comme j'ai dit, ne pas se battre, ne pas saigner quand c'est possible, de l'éviter. Ils prennent donc des méthodes beaucoup plus subtiles, beaucoup plus pas loin de la manigance, on pourrait dire. Et pour cette raison-là, il est justement rare que les Ravnos vont révéler leur véritable nature, donc quel est véritablement leur clan, avant d'obtenir ce qu'ils veulent. Et une fois qu'ils ont fini par déclarer ou annoncer quel était leur clan, la plupart du temps, ils vont finir par disparaître dans la nuit aussi vite qu'ils sont arrivés. Donc, afin de lutter contre leur malédiction, ceux qui vont rester dans une même région, là, qui ne vont pas errer, qui ne seront pas très nomades, vont devoir avoir plusieurs refuges et parfois même avoir plusieurs identités pour pouvoir quand même être en mouvement au sein de la même ville, on pourrait dire. Donc, aucun clan n'est aussi doué que le Ravnos, que les hantés, lorsqu'il s'agit de se fondre dans la société, qu'elle soit mortelle ou vampirique. Donc, en raison de la méfiance que les autres clans ont pour les Ravnos, certains vont se présenter comme quintifs, donc le clan, on pourrait dire sans appartenance, là, donc, le non-clan en fait, ce qui leur permet de trouver une certaine place dans la société vampirique sans se faire stigmatiser à cause de leur propre clan. Et ceux qui ne le font pas, donc qui annoncent qu'ils sont Ravnos, vont souvent être autarkistes, oui, donc ne pas appartenir à une grande secte comme la Camarilla ou les anarches. Donc, vont souvent être très indépendants. Donc, ça demeure quand même difficile. La plupart finissent par faire leurs valises et partir et changer de ville, soit à cause d'un groupe d'ennemis qu'ils se sont faits, soit à cause de leur sang qui les empêche, dans le fond, en fait, qui les brûle littéralement s'ils restent trop longtemps au même endroit. Les disciplines auxquelles ont naturellement accès
le clan Ravnos et l'utilisation qu'ils en font sont premièrement l'animalisme. Donc l'animalisme est la raison pour laquelle la plupart des Ravnos entretiennent de bonnes relations avec les animaux en général. Ils les emploient souvent comme espions, comme distraction ou simplement comme compagnons de route, on pourrait dire. L'occultation permet aux Daredevil, donc aux casse-cou, de disparaître de la vue de tous, autant des vampires que des mortels, lorsque les choses ne fonctionnent pas comme ils auraient voulu. Donc, ça permet aussi aux Ravnos de créer, de manipuler des hallucinations. Donc, ils sont capables de faire apparaître des éléments dans la vie qui ne sont pas là. Et donc, on pourrait dire qu'ils jouent un peu avec les esprits de cette manière-là. Donc, combiné avec présence, la discipline présence, ça permet aux Ravnos d'utiliser ce pouvoir-là jusqu'à sa limite possible, chose que les autres clans n'ont pas comme combinaison habituellement. Finalement, la présence, comme j'ai dit, est conservée la plupart du temps lorsque leur charme naturel atteint ses limites. Donc, ils peuvent utiliser fréquemment cette discipline-là afin de trouver des victimes aussi à boire rapidement et facilement. Le fléau du clan est celui du condamné. Donc, à chaque fois qu'un Ravnos dort au même endroit, donc dans une séquence de 7 nuits, donc dans une semaine, on pourrait dire, là, si un Ravnos dort 2 fois au même endroit, il faut lancer un nombre de dés égal à leur gravité de fléau. Si le joueur roule des 10, alors il va subir un dégât aggravé pour chacun des 10 roulés parce que le sang qu'il y a en eux, dans le fond, les brûle de l'intérieur. Donc, ce qui constitue un même lieu, en fait, là, est défini par la chronique et le compteur, mais il faut généralement, on parle d'1 kilomètre entre les 2 lieux de repos pour dire qu'il s'agit vraiment de 2 lieux différents où le Ravnos peut dormir. Donc, les refuges mobiles fonctionnent tant qu'ils sont éloignés d'1 kilomètre, 1 kilomètre et demi. Là. Donc, si un Ravnos peut dormir dans un camping-car, donc une roulotte ou dans son automobile carrément, tant aussi longtemps que le véhicule se trouve à plus d'1 kilomètre de distance. Donc, pour cette raison, les Ravnos ne peuvent pas aussi dans les mérites et les défauts, les flaws, ne peuvent pas prendre le défaut no even. C'est possible aussi de prendre une variante du fléau au lieu de ce fléau-là qui est le traditionnel. Et donc, la variante se nomme nom de non-naissance. Donc, nom, N-O-M, de non-naissance. Donc, si le nom de non-naissance d'un Ravnos est utilisé contre lui, l'adversaire brandissant le nom reçoit un bonus égal à la sévérité du fléau du Ravnos pour résister au pouvoir de discipline. En plus, les Ravnos affectés reçoivent la même pénalité pour résister au pouvoir surnaturel utilisé par l'adversaire. La compulsion du clan, c'est le destin tentant. Donc, face à son prochain problème, le Ravnos doit tenter la solution avec les actions les plus dangereuses et les plus audacieuses possibles. Et toute action, on pourrait dire inférieure ou moins dangereuse que ça, encourt une pénalité de 2D. Donc, les tentatives risquées, considérant le contexte, là, peuvent même apporter des bonus. Encore là, au désir du compteur. Donc, les Ravnos sont libres de convaincre les autres de les suivre dans leurs actions, mais peuvent aussi faire cavalier seul pour réussir à remplir cette compulsion. Donc, la contrainte de tout le temps faire l'action la plus dangereuse ou la solution la plus dangereuse persiste jusqu'à ce que le problème soit résolu, qui a créé la compulsion, ou que de nouvelles tentatives deviennent impossibles à accomplir. Les archétypes d'individus qu'on retrouve typiquement dans le clan, on retrouve entre autres le voleur diabolique, donc une personnalité admirable, flamboyante, cela en est une, assez charmante que personne en général considérait ou pourrait penser qu'il s'agit d'un voleur. Pourtant, quand cette personne-là flaire la bonne affaire, c'est beaucoup plus facile pour cette personne-là de voler ce qui l'intéresse et toutes les preuves qui pourraient l'incriminer que d'essayer de la convaincre de faire autrement.
On retrouve aussi, le blogueur itinérant qu'on appelle, blog moins populaire qu'avant, mais on pourrait penser à tous ces influenceurs du web et des réseaux sociaux qui vont éviter les brûlures dues à leur lignée, à leur sang, en documentant les voyages qu'ils entreprennent. Donc, tous ces influenceurs qu'on retrouve aux quatre coins de la planète à documenter leurs voyages sont un exemple qu'on peut retrouver de personnes dans le clan Ravnos. Donc, c'est une façon sûre pour eux de passer l'éternité en mouvement tout en maintenant la mascarade. On retrouve aussi des hitmen, donc c'est quand même un type d'individu plus rare dans le clan Ravnos, étant donné les exigences liées à être un tueur à gages professionnel. Pourtant, ils accomplissent leur mission selon, dans le fond, les besoins du moment. Et après paiement, ils vont disparaître et aller chercher des contrats dans une autre ville. On retrouve finalement les collectionneurs, d'artefacts. Donc, le voyage s'accompagne d'une expérience et d'une exposition à différentes informations, différentes cultures aussi. Donc, les corbeaux vont réussir à savoir où quelqu'un pourrait trouver un artefact qu'il souhaite vraiment. Donc, il peut, comme ça, fournir des informations ou carrément voler des artefacts rares qu'il va revendre par la suite aux collectionneurs ou aux personnes qui ont assez d'argent pour répondre aux désirs du Ravnos. Concernant la culture du clan, donc avant la semaine des cauchemars, que je vais vous expliquer sous peu, donc les Ravnos étaient divisés en deux divisions, en deux groupes, on pourrait dire, les Ravnos de l'Est et les Ravnos de l'Ouest. Les Ravnos occidentaux sont en grande partie les personnes qui, historiquement, on associait aux gitans, on pourrait dire. Là. Donc, la 5e édition, on fait un travail ici d'essayer d'enlever le stigmate lié à ces communautés-là. Mais c'est des individus qui n'avaient pas de loyauté clanique plus grande qu'il faut. Peut-être davantage vraiment des loyautés liées à leur petit groupe d'individus. Les Ravnos de l'Est, eux, avaient vraiment un système de caste bien développé à partir des lignées, dans le fond, qui descendaient directement de leur antédiluvien, Zapatasura. Donc, depuis la semaine des cauchemars, les Ravnos ne disposent pas d'une grande organisation clanique, donc le clan a été grandement diminué et affaibli, mais les membres du clan sont les membres du clan les plus communautaires, donc qui vivent le plus en groupe, ont établi leur propre système ensemble afin de communiquer, d'organiser des réunions. Donc, c'est pas quelque chose... L'organisation en tant que telle, c'est pas quelque chose qui est une marque du clan. C'est pas loin... En fait, c'est loin d'être le clan le plus organisé. Mais comme ils sont peu, ils restructurent tranquillement, on pourrait dire, leur clan pour être capables de se voir, se fréquenter et d'échanger. Donc, les vampires débattent, en fait, de la date exacte à laquelle est tombée la semaine des cauchemars. Certains affirment qu'elle a commencé ou elle a eu lieu juste un peu avant le tournant du millénaire, donc en 1999 et quelques, tandis que d'autres personnes vont confondre la semaine des cauchemars et le début supposé de la Géhenne, donc de la guerre vampirique qui a lieu à travers le monde. En vérité, la semaine des cauchemars serait beaucoup plus qu'une semaine, serait étendue au fil des années et elle aurait emporté dans sa vague plusieurs milliers de vampires. Donc, au cours de cette dite semaine, mais une semaine en particulier qui a marqué le clan Ravnos, un vampire incroyablement ancien, mais en fait l'antédiluvien des Ravnos, Zapatasura, s'est réveillé et a purgé carrément son propre clan. Donc, s'est réveillé de sa torpeur. On ne sait pas pourquoi et il était une soif immense. Là. Ça non plus, on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais donc, les vampires, durant cette semaine-là que lui s'est réveillé, là, les sangs clairs, donc les Tin Blood, ont commencé à avoir des présages alors que l'étoile rouge, là, Athélios, flamboyait dans le ciel nocturne. Et donc, l'antédiluvien des Ravnos a, pendant environ 3 jours, pendant 2 jours complets, s'est réveillé et a appelé à lui
c'est les descendants Ravnos et les a dévorés, les a carrément cannibalisés. La troisième journée, là, il y aurait eu une grande bataille, il se serait fait attaquer par plein d'autres individus pour essayer de l'arrêter en son passage. Et finalement, aurait connu la mort finale en juillet 99 aux mains des connus, d'individus inconnus, tout moins dans la version, la 5e édition, qui avaient des armes avancées et aussi ont utilisé la puissance du soleil pour le brûler finalement. Donc, avant de mourir, il a quand même vidé la vitée de presque tout son clan et donc la vitée des Ravnos a été affectée là, à travers la planète, les poussant à la frénésie et au cannibalisme de leur propre clan. Donc les Ravnos à travers le monde ont commencé à s'attaquer entre eux, entre s'entre-dévorer, on pourrait dire aussi. Et donc, beaucoup de Ravnos sont morts ainsi, affaiblissant de beaucoup le clan. Avant de mourir, Zapatasura, oui, a vidé aussi, quand il s'est vidé de sa vitée, il y a vraiment des cordes épaisses et imaginez là, des grandes coulées de sang de sa vitée à lui qui ont souillé le sol, oui, du Bangladesh, où il est tombé, il est décédé finalement. Donc, le soleil de midi n'a pas réussi à tout brûler de lui et de son corps et de sa vitée, en fait, et n'a pas tout détruit. Et certains peuvent maintenant, même à ce jour, posséder une petite fiole contenant le sang de l'antédiluvien, oui, du clan Ravnos. Donc, il y a quelques objets comme ça à travers le monde d'une très grande puissance et d'une très grande valeur qu'on peut retrouver en lien avec le clan Ravnos. Donc, on s'entend, grâce à la mascarade, que les événements de la semaine ou de cette semaine-là, dans la grande semaine des cauchemars, là, qui serait sur plusieurs années finalement, ont été dissimulés par toutes les parties impliquées. Ça a été attribué pour les mortels à une combinaison d'un typhon hors saison et une altercation militaire de haut niveau entre l'Inde et le Bangladesh. Donc, une partie du territoire s'étendant de Calcutta jusqu'à Dhaka serait presque entièrement dépeuplée à cause, nous, on le sait, de l'antédiluvien du clan Ravnos. Sinon, maintenant, les Ravnos occidentaux, comme j'ai dit, historiquement liés aux Gitans opprimés, ont entretenu pendant très longtemps un fort sentiment de solidarité clanique, là, mais vraiment entre eux, là, en petits groupes d'individus. La manifestation la plus courante de cette solidarité-là était une forme de représailles, on pourrait dire, appelée le traitement. Donc, le traitement, c'était une attaque de vengeance au cours de laquelle un Ravnos maltraité contactait les membres du clan et le clan envahissait ensuite la ville où le Ravnos d'origine était la victime. Et donc là, le clan allait attaquer la ville, le village en question. Donc en général, une douzaine de Ravnos déchaînés pouvaient mettre au bord du gouffre même le prince d'une ville. Même les plus expérimentés pouvaient y passer. Connaissant le côté très... pas machiavélique, mais... ce sont des tricksters, là, donc c'est des gens qui sont dans le subterfuge et tout ça. L'histoire, avec le temps, a grandi et s'est amplifiée. Donc, il y a eu des exagérations qui ont bien été placées et on a donc exagéré l'impact, le traitement de ce que les Ravnos faisaient auprès des opprimeurs, oui. Et c'était l'arme principale, en fait, utilisée par les Ravnos là, pour évincer les malfaisants de la place. Donc, la réputation les précédait, réputation hautement augmentée là, de leurs propres actes. Au niveau de l'étreinte, les Ravnos sont connus pour leur tromperie, comme j'ai dit, et le talent pour les illusions, et ont généralement trouvé une affinité chez on pourrait dire les enfants, là, les futurs vampires, qui ont tendance à souvent jouer leur vie, mettre leur vie en péril, mettre leur vie en jeu, et même mettre la vie en jeu de ceux qui les entourent. Donc, ceux qui aiment beaucoup jouer avec le risque. Donc, ceux qui essaient toujours de réussir quelque chose, peu importe les difficultés, les escrocs, les artistes, les investisseurs en capital, en tout risque, là, les voyageurs, certains Ravnos revendiquent aussi l'origine divine d'un dieu Filou, donc tous les Loki et compagnie, là, et vont embrasser ceux qui mettent leur foi en de telles divinités.
Donc, quiconque est prêt à prendre des risques aussi, à se lancer dans le danger, va attirer les corbeaux. Et donc, de nombreuses étreintes appartiennent à ceux qui ont rompu les liens avec leurs proches aussi, qui sont plus disposés à tout faire pour, oui, avancer leur agenda personnel, mais aussi tout laisser en plan et partir. Considérant la malédiction du clan, c'est quand même un aspect qui est important de pouvoir quitter, de ne pas rester à un seul endroit. Donc, c'est une raison pour laquelle beaucoup considèrent que les Ravnos ont plus de facilité à passer d'humain à vampire, parce que le fait qu'ils prennent des mortels qui étaient déjà tout le temps en mouvement, qui vivaient tout le temps une vie déjà risquée, ce sont des mortels qui sont déjà habitués à quitter leur identité, prendre des risques ou quitter l'endroit où ils sont parce que c'est dangereux. C'est déjà quelque chose qu'ils faisaient de leur vivant. Donc, les Ravnos et la société mortelle, donc les corbeaux varient dans leurs relations avec les humains. Certains choisissent de rejoindre des groupes modestes avec une petite hiérarchie là, qui garantit qu'ils ne sont pas découverts, qu'ils ne seront pas capturés, et aussi que leurs victimes pourront pas faire grand-chose là, contre eux parce qu'il y a quand même une hiérarchie. On pourrait penser à des carnavals. Donc, les carnavals où il y a un flux constant de mortels à boire et sont capables aussi d'avoir des ententes avec les opérateurs de ces carnavals, là, des fêtes foraines itinérantes et compagnie. On peut aussi imaginer les Ravnos se trouver sur des navires, soit comme voyageurs, dans des espèces de navires de croisière, ou se mettent, dans le fond, ou se tiennent eux-mêmes là, comme passagers, ou parfois carrément dans des navires de marchandises où ils peuvent travailler là, à l'intérieur du navire, là, sans lumière, et où ils peuvent se trouver, on s'entend là, à chaque nuit à des kilomètres et des kilomètres de distance de la nuit précédente. Donc, la façon dont ils perçoivent, on pourrait dire, leur troupeau, les mortels auxquels ils s'abreuvent, va vraiment varier selon le Ravnos. Certains, donc, voient une véritable attention, ils vont porter une véritable attention à leur charge, non seulement en les payant, par exemple, mais en les protégeant durant le voyage. Donc, ils vont s'assurer que les mortels avec qui ils sont bien. D'autres peuvent voir leur troupeau de manière beaucoup plus utilitaire et carrément les éliminer lorsqu'ils en ont terminé. Donc, ce n'est que de la nourriture, là, et il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'attention qui leur est portée. Donc, de nombreuses histoires comme ça de navires fantômes qui arrivaient au port seulement avec des morts à l'étranger, donc à destination. Et on pourrait dire historiquement un signe de Ravnos, donc qui a bu l'équipage complet en cours de route. Une troisième solution aussi pourrait être même de profiter de l'existence mobile, dans le fond, du groupe en tant qu'agent de voyage, organisateur de voyage, de compagnie croisière, de déménageur aussi. Donc, on peut voir les Ravnos travailler carrément dans des sociétés mortelles pour profiter des transports comme ça. Au sein de la société vampirique, c'est quand même très rare qu'un vampire Ravnos fasse la publicité de son clan, qu'il le dise ouvertement. Donc, certains préfèrent se faire passer pour des caintifs, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, lorsque leur véritable identité est révélée, ou pire, que leur agenda est révélé, beaucoup ont déjà un plan d'évasion qui est prêt. Donc, c'est pas des vampires qui aiment que les autres sachent qu'ils sont Ravnos. Certains vont quand même annoncer fièrement qu'ils le sont, prenant souvent une position très indépendante en politique, leur permet d'opérer comme des espions, justement, des mercenaires, des messagers, des négociateurs, pour la secte qui paie le plus cher. Donc, ils vont rarement être associés avec une secte. Ils vont être vraiment à travailler pour le plus offrant. De plus, comme leurs homologues plus subtils qu'eux, ils se retrouvent souvent à quitter les domaines à cause d'ennemis ou de victimes. Donc, la raison de leur fuite n'est pas nécessairement tout le temps à cause d'ennemis qui se sont créés ou
que leur agenda un peu machiavélique a été découvert, ou simplement à cause d'une bizarrerie là, de leur personnalité, mais c'est vraiment, comme j'ai dit plus tôt, parce que le sang les pousse à devoir aller dormir, pas s'établir, là, mais aller ailleurs, être en constant mouvement. Donc, ce qui est très difficile donc pour eux d'établir des relations à très long terme avec un clan ou une secte aussi locale parce qu'ils ont de la difficulté à rester en place. Ceux qui veulent planter des racines, donc rester dans la même ville, créer des liens à plus long terme, ont trouvé le moyen de contourner, on pourrait dire, cette malédiction-là, donc en ayant de nombreux refuges. Donc imaginez avoir plusieurs maisons dans une même ville ou plusieurs lieux où vous pouvez dormir dans la même ville. Certains vont avoir plusieurs identités aussi, qui leur permet de varier plus facilement et justement de pas juste physiquement bouger d'endroit, là, mais de changer d'identité pour que les ennemis qu'ils se font avec leur plan un peu casse-cou ne les poursuivent pas facilement. Donc, c'est une façon pour les Ravnos de rester en place, entre guillemets, en ayant plusieurs identités, plusieurs lieux pour dormir. Donc, bien que la malédiction des Ravnos les ait rendus à la fois très indépendants et mobiles, une tentative du clan est présentement en cours pour vraiment reconstruire la structure du clan Ravnos. Cet effort-là est quand même, on s'entend, là, difficile, mais il n'y a personne qui leur met des bâtons dans les roues à proprement parler. Le clan dispose d'un langage secret de marques, de signes, de signaux pour aider à s'identifier, à organiser des réunions clandestines aussi avec d'autres Ravnos, à échanger des informations, des rumeurs sur les différents domaines. Comme ils bougent beaucoup, ils sont capables d'avoir beaucoup d'informations sur de nombreux endroits. Les jeunes Ravnos se sont donc mis à raconter des histoires entre eux, racontant comment ils sont les descendants de dieux philo, là, Anansi, Loki, Coyote, Hermès, là, etc. Et ils utilisent donc ces dieux-là pour établir des origines un peu davantage divines, mystiques, mythologiques à leur clan. Certains vont même jusqu'à constituer des coteries autour de ces figures-là. Donc, il y a je dirais pas un rebranding, là, c'est pas vraiment une image de marque différente comme le sacerdoce a pu faire, qu'on voit apparaître, mais c'est vraiment un clan qui se recrée une identité présentement. Les corbeaux peuvent être trouvés pas mal partout à travers le monde, mais de nombreux vampires trouvent qu'il s'agit de, on pourrait dire, une force trop instable dans leur domaine. Les clans vont mépriser les Ravnos, la plupart du temps, pour leur personnalité changeante, pour leur manière de fonctionner aussi dans leur non-vie. Donc, ça va aussi jouer, quand vient le temps, là, les Ravnos, ça va décourager les Ravnos, en fait, de s'établir à certains endroits, cette espèce de voir que tous les clans autour d'eux sont réfractaires à leur venue et au fait qu'ils restent. Les coteries, par contre, ont été un endroit idéal pour servir de point d'ancrage sans trop, on pourrait dire, alourdir ou attacher le clan, donc, ou se sentir eux-mêmes comme des boulets. Donc, ils profitent de la coterie avec les meilleurs endroits, en fait, pour se cacher. Ils profitent aussi des coteries pour tout ce qui est la collecte de secrets, la connaissance des menaces qui les visent et qui visent certains domaines. Les coteries, pour les Ravnos, sont d'excellentes sources d'informations. Parfois, toutefois, les Ravnos ne vont pas nécessairement rester longtemps dans leur coterie, justement à cause de leur malédiction. Et comme j'ai dit, parce que la plupart des clans les regardent avec un peu de mépris, parce que c'est difficile de leur faire confiance, parce que les sectes aussi ne sont pas vraiment intéressés à avoir les Ravnos parmi eux et eux-mêmes ne sont pas particulièrement intéressés à joindre des sectes. Il n'y a vraiment aucune différence qui est observée entre la Camarilla et les Anarques quand vient le temps de parler du type de Ravnos qu'on va y trouver. En fait, la plupart vont opter pour devenir autarkis ou s'allier aux plus offrants.
C'est pas mal la ligne directrice qu'on trouve dans ce clan-là. Donc, ça fait le tour du clan des corbeaux, des filous, des casse-cous, clan que la plupart, sans dire qu'ils les méprisent, qui très peu de clans fait confiance aux Ravenos. Donc, je serais curieuse d'entendre votre opinion sur ce clan-là, savoir si, encore une fois, est-ce que vous l'avez déjà joué? Qu'est-ce que vous pensez des changements qui ont été apportés dans la 5e édition, pour ceux qui connaissent le clan, par rapport aux précédentes, parce qu'on a tenté justement de les détacher de cette image-là de gitan très stéréotypé. Donc, on est beaucoup plus attaché maintenant à l'espèce d'idée de dieu filou et très mythologique. Donc, je suis curieuse de vous entendre. Écrivez des commentaires, tout le temps, super contente de vous lire. Si vous aimez la vidéo, un petit pouce en l'air. Si vous pouvez voir les vidéos d'avance, venez faire un tour sur notre Patreon. Puis sinon, on se dit à la prochaine fois. Bye!